Oui les amis, bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. On vient d'apprendre qu'il y a eu coup d'État en Guinée-Bissau. On l'a appris il y a quelques heures seulement. Nous sommes aujourd'hui le 27 novembre 2025. Que se passe-t-il exactement? On va essayer de décrypter un peu cette actualité et comprendre qu'est-ce qui se passe. La Guinée-Bissau, c'est un pays lusophone, c'est-à-dire qui a été colonisé par le Portugal. Il obtient son indépendance le 24 septembre 1973 à la suite de la pression d'un parti politique. Voilà, ce parti politique existe depuis même le temps colonial. Ça s'appelle le PAIGC. On peut dire PEC, en quelque sorte. Voilà, ce parti donc existe. C'est d'ailleurs ce parti qui a proclamé l'indépendance de la Guinée-Bissau. Ce parti a donc toujours participé aux élections présidentielles en Guinée-Bissau. Maintenant, qu'est-ce qui s'est donc passé? Il y a le principal leader de ce parti qu'on appelle... j'ai noté son nom quelque part, là, permettez que je le retrouve. Voilà, ce principal opposant s'appelle Domingos Somies Pereira. Donc, le principal leader de ce parti qui a amené la Guinée-Bissau à l'indépendance. Le parti qui a combattu le colon portugais. Donc, ce parti a donc toujours participé aux élections. Et le leader en ce moment s'appelle donc Domingos Somies Pereira. Donc, il était donc en exil, parce que persécuté par le président Embalo, il a donc fui, il était en exil. Donc, le bon monsieur est donc revenu pour participer au scrutin, comme d'habitude. Il a noté ici que ce parti avait la majorité à l'Assemblée nationale. Donc, c'était un parti qui était aimé du peuple. C'était un parti nationaliste qui s'est toujours battu pour les intérêts des Guinéens. Il a combattu le colon. Donc, ce parti était donc majoritaire à l'Assemblée nationale, mais curieusement, le président Embalo dissout l'Assemblée nationale. Il a dissolu l'Assemblée nationale, c'était en décembre 2023. Donc, depuis 2023 jusqu'à 2025, le pays n'a pas de députés. L'Assemblée nationale est inexistante. Oui. C'est tout ça qui a apporté des tensions dans le pays. En dehors de cela, donc, quand ce monsieur s'amène, ce Domingos-là, il présente sa candidature, mais sa candidature a été rejetée par la Cour suprême. On dit donc que ce scrutin, donc, qui devait avoir lieu le 23 novembre, dont le scrutin est passé, on attendait le dépouillement et autres, que ça vient de se dérouler, le 23 novembre. Voilà, ce scrutin, donc, était à double caractère, parce qu'il regorgeait les élections présidentielles, les élections législatives au même moment. Alors maintenant, c'était sous tension. Sous tension, pourquoi? Parce que le président Embalo a d'abord fait arrêter plusieurs officiers supérieurs. Il les a mis aux arrêts, il les a enfermés, il les a emprisonnés, parce qu'il les a soupçonnés de tentatives de coup d'État. Ouais, donc même l'armée était déjà mécontente de ce monsieur, parce qu'il a arrêté beaucoup d'officiers supérieurs, qu'il a mis aux arrêts et les a accusés de tentatives de coup d'État. C'est dans ce climat-là qu'ils sont partis aux élections législatives et présidentielles. En dehors de cela, on dit le président sortant, qui s'appelle Umaru Sissoko Embalo, qui est candidat à sa propre succession en vue d'un second mandat, c'était normalement son second mandat, avait pour principal challenger l'ancien chef d'État, donc un ancien président aussi du pays, qu'on appelle José Mario Vaz, en l'absence du principal opposant, qu'on appelle Domingos Simios Pereira, celui qui est en exil et qui est revenu, qui a présenté sa candidature et la candidature a été rejetée. Il est à noter que son parti a d'abord combattu le colon. C'est le parti là qui a libéré le pays, qui a proclamé l'indépendance en 1973. C'était en septembre, le 24 septembre 1973. Donc ce même parti donc est mis de côté, n'est-ce pas? On lui interdit de participer aux élections alors qu'il était majoritaire à l'Assemblée nationale. Vous comprenez que le président Embalo lui-même s'y est très mal pris. On comprend qu'il servait la France-Afrique. Et le parti révolutionnaire qui lui veut la libération. Vous savez qu'en Afrique, ces derniers temps, on est dans le vent de libération. Les Africains veulent la souveraineté, n'est-ce pas? Voilà. Donc, le parti majoritaire est donc mis de côté. Embalo va donc en campagne, il va aux élections contre un adversaire, on dirait c'est une complicité entre les deux, un ancien chef d'État et le président actuel. Voilà, donc c'est ce qui pourrait avoir poussé l'armée à prendre le pouvoir. Mais il a noté quand même ici que pour la toute première fois dans l'histoire du pays, c'est Embalo qui reçoit pour la toute première fois un président français. C'était Macron, précisément c'était le 15 octobre 2021. Ouais. C'est tout ça qui peut avoir entaché un peu la réputation de cet Embalo là qu'on voyait un peu comme un France-africain, comme un traître.
Surtout qu'il a mis de côté le parti indépendantiste, le parti souverainiste, le parti nationaliste qui a combattu les Portugais pour libérer le pays. Oui. Je crois que ça doit être ça. Bon, maintenant, est-ce que ce coup d'État peut vraiment venir libérer le pays? C'est à savoir. Vous savez, c'est pas tout coup d'État qui libère, non. Là où il y a coup d'État, là où il a pris le pouvoir, les Occidentaux sont déjà au téléphone avec les militaires. Les Occidentaux sont, on va jamais vous dire ça à la télé, ils sont déjà au téléphone pour essayer de négocier, pour voir dans quelle mesure celui qui a pris le pouvoir peut garantir leurs intérêts. C'est la grande corruption qui commence. Vous comprenez? Avec des propositions alléchantes. Et je doute fort que ce Domingo-là, qui est le chef des partis d'opposition, puisse prendre le pouvoir. C'est pas évident. Parce qu'en ce moment, je vous dis, les Français, les Américains, surtout les deux là, et les Anglais, ils sont déjà au téléphone avec ceux qui ont pris le pouvoir pour se tailler la part du gâteau. Donc, tout coup d'État n'est pas forcément libération. Il est bien vrai ici que Embalo, tel qu'on analyse un peu sa manière de gérer, on comprend qu'il était beaucoup plus france-africain que panafricain. Vous comprenez? Voilà, il ne se battait pas pour la libération de l'Afrique. Sinon, il n'aurait pas mis de côté le parti qui a combattu le colon. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Il aurait plutôt essayé de prendre certains membres dans le parti qui a combattu le colon pour travailler avec eux. Il ne serait pas renversé aujourd'hui. On comprend qu'il y avait déjà un ras-le-bol. Il y avait un ras-le-bol. Les Africains veulent la libération. J'ai aussi vu des Camerounais qui m'ont parlé de ça aujourd'hui, disant que oui, il faut aussi que ça arrive au Cameroun. Les deux cas de figure ne sont pas pareils. L'opposition politique au Cameroun, qui est parti aux élections, le principal Issa Chiroma, lui, il est france-africain. Or, Domingos ici est panafricaniste. C'est pas pareil. Issa Chiroma au Cameroun, les France-africains, c'est que sa campagne a été soutenue par la France. Donc, si on renverse Embalo aujourd'hui, c'est parce que la Guinée-Bissau veut une certaine indépendance. Alors qu'en mettant Issa Chiroma au Cameroun, ce n'est pas l'indépendance du Cameroun qu'on cherche, c'est plutôt l'emprisonnement du Cameroun. Déjà, derrière Issa Chiroma, il y avait le cabinet d'avocats d'affaires qu'on appelle Eric Diamantis, qui fait dans l'exploitation des mines, la gestion des ports et l'exploitation des produits pétroliers et gaziers. Donc, c'était les richesses minières du Cameroun qu'on voulait piller au travail d'Issa Chiroma. Dans les deux cas de figure ne sont pas pareils. Ceux-là qui disent qu'il faut aussi que ça arrive au... J'ai entendu des Camerounais parler de ça ce soir-là. Voilà, j'ai voulu comprendre ce qui se passe exactement. Donc, est-ce que la Guinée-Bissau sera vraiment libérée? Tout dépend de qui va prendre le pouvoir. Mais je vous dis, en ce moment, il y a des tractations en cours. Très souvent, c'est ça, quand il y a coup d'État, il y a des coups de fil. Si les Occidentaux se rendent compte que les militaires qui prennent le pouvoir ne sont pas tous de leur côté, ils peuvent réagir, profiter maintenant pour un autre renversement rapide. En tous les cas, ça va d'abord passer par une tentative de corruption pour les amener à les flatter, afin que la Guinée-Bissau ne se libère pas définitivement puisque Embalo faisait le jeu. Pour l'instant, je crois que les Occidentaux sont encore en train d'observer. Embalo, dans tous les cas, ne peut... Non, il n'était pas panafricaniste. Désolé vraiment de le constater, il ne l'était pas. Voilà, c'est un peu ça mon analyse. Je suis sûr que je ne me trompe pas. D'habitude, dans mes analyses, il est difficile que je me trompe. Je suis un humain, c'est vrai, mais c'est difficile que je me trompe. Voilà, c'est un peu ça. Ce qui se passe en Guinée-Bissau, là, mais on pris le pouvoir. On attend voir si ce sera le bon coup d'État ou le mauvais coup d'État. Dans tous les cas, d'ici quelques semaines, ça se saura. Bon, ceux qui me découvrent donc pour la première fois, bien vouloir vous abonner, partager, liker. Je fais d'habitude dans la géopolitique internationale, je fais dans l'éveil des consciences et quelquefois dans les affaires matrimoniales. Comme je l'ai souvent dit, si je ne fais que parler, c'est pour vous que je parlerai. Ma bouche sera la bouche des malades qui n'ont point de bouche et ma voix la liberté de celles qui s'affaissent. Au cachot du désespoir, je reprends ici la célèbre phrase de M. Césaire Martiniquais, dans cas d'un retour au pays natal en ces termes dont je vous laisse et vous souhaite de passer une très bonne journée. À nous revoir à la prochaine vidéo. On ne peut pas ignorer ce qui vient de se produire en Guinée-Bissau. Le renversement du président Umaro Sissoko Embalo, annoncé seulement quelques heures après les élections du 23 novembre 2025, résonne comme un séisme politique en Afrique de l'Ouest. Dès que la nouvelle est tombée, un sentiment d'urgence s'est imposé. Comprendre, analyser, tirer les leçons. Car ce coup d'État n'est pas seulement un événement national, c'est un miroir tendu au continent. Et sur la chaîne Quelles leçons pour l'Afrique, cette actualité devient un appel à la lucidité collective. Chaque fait, chaque geste, chaque tension porte une leçon que l'Afrique ne peut plus se permettre d'ignorer. Hyacinthe Fouda ouvre son analyse avec une simplicité directe, mais derrière cette simplicité se cache une profondeur essentielle. Qu'est-ce qui se passe exactement?
Cette question, posée calmement, contient en réalité toute l'angoisse d'un continent habitué aux répétitions historiques. Car la Guinée-Bissau, pays lusophone libéré en 1973 après une lutte longue et douloureuse menée par le PEG, n'en est pas à son premier épisode d'instabilité. Mais cette fois, l'histoire semble prendre une nouvelle forme, un nouveau rythme, une nouvelle intensité. Et c'est précisément ce que Hyacinthe Fouda cherche à comprendre. Comment un pays construit sur un héritage de résistance a pu se retrouver, en 2025, dans une telle tension politique? Il rappelle le rôle fondateur du PEG, parti indépendantiste, parti nationaliste, parti dont la légitimité historique ne fait aucun doute. Ce parti n'a jamais été un simple acteur politique, il a été l'âme même de la lutte pour la liberté contre l'ordre colonial portugais. Dans de nombreux pays africains, les mouvements indépendantistes sont devenus des repères symboliques, même lorsque leurs trajectoires ultérieures ont été complexes. Ici, le PEG incarne encore l'identité profonde de la Guinée-Bissau. Pourtant, c'est ce parti qui se retrouve mis à l'écart du processus électoral de 2025. Et c'est là que le premier avertissement pour l'Afrique apparaît. Lorsqu'un pouvoir commence à écarter la mémoire historique de son peuple, il prépare le terrain pour la rupture. L'exclusion de Domingos Simões Pereira, leader du PEG, revenu d'exil pour participer au scrutin, est l'un des points centraux de l'analyse de Hyacinthe Fouda. Il souligne qu'il ne s'agissait pas simplement d'une candidature parmi d'autres, mais de celle d'un homme représentant un parti majoritaire à l'Assemblée nationale, un parti qui avait obtenu la confiance du peuple. Cette confiance populaire est un élément sacré dans toute démocratie. Quand elle est ignorée et surtout lorsqu'elle est écartée par décision administrative, le risque d'instabilité devient immédiat. C'est une leçon que plusieurs pays africains devraient méditer. La légitimité politique ne se décrète pas, elle se construit par le respect des règles communes. Le geste décisif a été la dissolution de l'Assemblée nationale par le président Embalo en décembre 2023. Pendant 2 ans, la Guinée-Bissau a vécu sans représentants élus. Cela signifie qu'un pays entier a fonctionné sans la voix institutionnelle de son peuple. Une telle situation crée un vide, et dans ce vide, la défiance s'installe. Hyacinthe Fouda rappelle que ce climat tendu a persisté jusqu'aux élections de 2025, un climat aggravé par l'arrestation d'officiers supérieurs accusés de tentative de coup d'État. Le rapport entre l'armée et le pouvoir civil devenait alors progressivement un rapport de suspicion, de tension, voire de fracture. Cette configuration, l'Afrique la connaît trop bien. Quand le dialogue disparaît, la crise apparaît. Dans ce moment précis de l'analyse, la mission de la chaîne Quelle leçon pour l'Afrique résonne comme un rappel essentiel. La stabilité d'un État repose sur le respect mutuel entre institutions, sur la transparence, sur la confiance. Quand l'une de ces bases se fissure, tout l'édifice peut s'effondrer. L'Afrique ne peut plus se permettre d'ignorer cela. Chaque crise dans un pays africain doit être comprise comme une leçon pour tous les autres, un avertissement silencieux, mais urgent. Hyacinthe Fouda avance ensuite vers un point sensible, les relations du président Embalo avec des partenaires extérieurs. Ce sujet, souvent mal compris ou trop vite interprété, doit être abordé avec prudence et objectivité. Il rappelle que les perceptions autour de la proximité du président Embalo avec certaines puissances étrangères ont contribué à renforcer une image de distance avec les aspirations panafricanistes. L'analyse de Hyacinthe Fouda reste mesurée, conforme aux règles de YouTube. Il ne porte pas d'accusation, il ne désigne pas d'ennemis, il décrit des perceptions politiques. Et ces perceptions ont un poids. Car dans le regard d'une partie de la population, le président Embalo apparaissait comme éloigné du vent de souveraineté qui souffle aujourd'hui en Afrique. Ce vent n'est pas un mouvement anarchique ou idéologique. Il traduit une aspiration profonde, une volonté de nombreux citoyens africains de voir leurs États devenir plus autonomes, plus solides, plus représentatifs. La leçon à retenir ici est cruciale. Lorsqu'un leadership politique semble déconnecté des aspirations collectives, il s'expose à une contestation généralisée. Hyacinthe Fouda insiste sur ce point avec calme. La Guinée-Bissau a cherché une direction, un cap, une cohérence. Et lorsque la situation nationale a donné l'impression d'une rupture entre le pouvoir et la population, le terrain est devenu propice à la crise. Cette crise a pris la forme d'un coup d'État, mais derrière l'événement, il y a avant tout un long processus de tensions non résolues. C'est ici que la mission de la chaîne Quelle leçon pour l'Afrique prend tout son sens. Comprendre que chaque crise africaine n'est pas un accident, mais souvent la conséquence d'un cumul d'avertissements ignorés. La prise de pouvoir par l'armée est décrite par Hyacinthe Fouda avec prudence. Il rappelle qu'il est trop tôt pour déterminer s'il s'agit d'un bon ou d'un mauvais coup d'État. Il insiste sur l'importance de l'observation, de l'analyse et de la vigilance. Cette approche est essentielle pour éviter toute interprétation hâtive. Ce qui compte ici, c'est de comprendre le mécanisme institutionnel,
un pays se retrouve entre les mains de militaires, tandis que les acteurs internationaux observent, contactent, négocient. Les enjeux deviennent multiples, les influences se croisent, les risques apparaissent. Et encore une fois, une leçon pour l'Afrique se dessine. Lorsqu'Hyacinthe Fouda évoque les réactions internationales à la prise de pouvoir par l'armée en Guinée-Bissau, il met en lumière un mécanisme bien connu, mais rarement analysé en profondeur, la manière dont les puissances extérieures tentent d'orienter discrètement la trajectoire politique interne de plusieurs pays africains. Il précise que, dans ce genre de situation, des contacts peuvent se nouer rapidement entre certains acteurs étrangers et les nouveaux dirigeants militaires, dans l'espoir de préserver des intérêts stratégiques. Ce constat ne vise personne en particulier, il ne porte aucune accusation, il décrit un phénomène global, étudié en relations internationales. Et c'est précisément cette approche qui permet de rester dans un cadre analytique sérieux, responsable et conforme aux normes éditoriales imposées par YouTube. La leçon que Quelle leçon pour l'Afrique tire de cet élément est simple, mais essentielle. Lorsqu'un État africain traverse une période d'instabilité, les influences extérieures deviennent plus fortes, non parce qu'elles sont malveillantes en soi, mais parce que le vide institutionnel ouvre un espace stratégique. La fragilité interne attire les pressions externes. La force interne les repousse. C'est une vérité politique fondamentale. Un pays qui respecte ses institutions, ses lois, ses équilibres démocratiques, renforce sa souveraineté. Un pays qui traverse de longues années de tensions politiques, de dissolutions institutionnelles, de rivalités internes non résolues, se fragilise. Et dans cette fragilité, ce sont toujours les populations qui paient le prix le plus lourd. Pour Hyacinthe Fouda, la question n'est pas de savoir qui a raison ou tort. Il n'est pas là pour désigner des coupables. Il cherche plutôt à comprendre pourquoi, encore une fois, un pays africain se retrouve dans une crise politique majeure à la suite d'un processus électoral contesté. Et c'est là que son analyse devient un miroir jeté sur l'ensemble du continent. Car ce qui se passe en Guinée-Bissau ne doit pas être observé comme un événement isolé. C'est un maillon dans une chaîne plus large, une chaîne faite de crises répétées, de malentendus institutionnels, de suspicions politiques, de doutes populaires, de rivalités entre camps opposés qui parfois oublient l'essentiel, le bien-être de leurs citoyens. Dans cette deuxième partie de l'analyse, Hyacinthe Fouda insiste longuement sur le rôle ambigu que peut jouer l'armée dans un contexte politique fragile. Il explique que, dans certains pays, l'armée est perçue comme l'ultime garant de la stabilité lorsque les institutions civiles semblent en difficulté. Mais dans d'autres situations, l'intervention de l'armée est vécue comme une rupture, parfois même comme un traumatisme. La leçon à retenir pour l'Afrique est donc double, l'armée doit rester républicaine et les institutions civiles doivent rester solides. Si l'un de ces deux piliers faiblit, la stabilité du pays tout entier devient incertaine. C'est dans cette logique que la chaîne Quelle leçon pour l'Afrique insiste sur la nécessité d'une maturation politique dans l'ensemble du continent. La maturité politique, ce n'est pas une compétition entre partis. Ce n'est pas la victoire d'un camp contre un autre. C'est la capacité collective à préserver l'intérêt national, à éviter les crises répétées, à renforcer durablement les mécanismes institutionnels. C'est cette maturité que l'Afrique doit continuer de construire, et les événements en Guinée-Bissau sont une occasion d'y réfléchir. Hyacinthe Fouda rappelle également qu'une crise politique ne naît jamais du jour au lendemain. Elle est souvent le résultat d'une accumulation, frustration populaire, conflits internes aux institutions, décisions controversées, manque de confiance entre dirigeants et citoyens. Lorsque Domingo Simões Pereira, figure du PEG, a vu sa candidature rejetée, une partie du peuple a ressenti cela comme une mise à l'écart injuste. Lorsque l'Assemblée nationale a été dissoute pendant 2 ans, beaucoup y ont vu une anomalie institutionnelle. Lorsque des officiers supérieurs ont été arrêtés, cela a alimenté des tensions au sein de l'armée. Et lorsqu'un scrutin présidentiel se déroule dans un climat si fragile, l'issue devient presque inévitablement explosive. Pour l'Afrique, la leçon est limpide. La démocratie ne peut s'épanouir que dans la transparence, dans la confiance, dans l'inclusion, dans le respect des institutions. Il n'y a pas de démocratie solide sans règles claires et appliquées équitablement. La Guinée-Bissau rappelle au continent entier que lorsque ces règles sont bousculées, même pour des raisons apparemment stratégiques ou sécuritaires, le risque d'effondrement devient réel. Et lorsqu'un pays africain s'effondre politiquement, ce n'est jamais un seul parti, un seul dirigeant ou une seule institution qui en souffre, c'est tout un peuple. Hyacinthe Fouda introduit ensuite un élément crucial dans son analyse, la comparaison avec d'autres pays africains ou des citoyens, face à la crise en Guinée-Bissau, exprime le souhait de voir des changements similaires chez eux. Il cite notamment des Camerounais qui ont évoqué la possibilité d'un renversement de pouvoir dans leur propre pays. Mais l'analyste prend soin de rappeler que chaque réalité politique est différente. La comparaison est tentante, mais elle peut être trompeuse.
La Guinée-Bissau n'est pas le Cameroun, comme elle n'est pas le Mali, ni le Burkina Faso, ni aucun autre pays africain. Chaque nation a son histoire, ses dynamiques internes, ses équilibres politiques, ses aspirations sociales. Cette lucidité est essentielle pour éviter toute généralisation. Et c'est une autre leçon fondamentale pour l'Afrique. Chaque pays doit apprendre des autres, mais sans jamais copier aveuglément. La stabilité nationale ne peut pas se construire par imitation. Elle doit se construire par compréhension, par adaptation, par réflexion locale et contextuelle. C'est dans cette démarche que la chaîne Quelle leçon pour l'Afrique trouve son rôle. Éveiller les consciences, mais toujours avec responsabilité, avec prudence, avec respect pour les réalités propres à chaque nation. Hyacinthe Fouda insiste également sur un point important concernant l'opposition politique dans d'autres pays africains. Pour lui, la question n'est pas de savoir qui doit gagner ou perdre une élection. La vraie question, c'est la cohérence entre discours politique et aspiration populaire. Lorsqu'une figure de l'opposition, dans n'importe quel pays africain, est perçue comme trop alignée avec des intérêts extérieurs sans prendre en compte les priorités nationales, la mobilisation populaire devient difficile. Et de la même façon, lorsqu'un dirigeant au pouvoir est considéré comme déconnecté de la réalité du peuple, la contestation devient inévitable. L'histoire politique de l'Afrique en offre de nombreux exemples. La leçon ici est limpide, la souveraineté commence par la cohérence. Un pays ne peut se libérer que s'il avance avec des dirigeants qui comprennent ses besoins, respectent ses institutions, se mettent à l'écoute de ses citoyens et refusent toute forme de déconnexion politique. Vers la fin de son analyse, Hyacinthe Fouda rappelle que, comme toujours, le temps apportera des réponses. Il faudra observer l'évolution de la Guinée-Bissau, comprendre qui prendra réellement les rênes du pays, voir si les promesses de stabilité seront tenues, évaluer si ce coup d'État conduira à une transition ordonnée ou à de nouvelles tensions. Dans l'attente, il propose une posture claire, vigilance, prudence, lucidité. 3 valeurs indispensables pour tout citoyen africain soucieux de l'avenir de son pays et du continent. Pour la chaîne Quelle leçon pour l'Afrique, cette vigilance n'est pas seulement un mot. C'est un engagement. Comprendre ce genre d'événements, les analyser en profondeur, les partager, les discuter, les contextualiser, ce n'est pas une simple activité médiatique. C'est une forme de responsabilité citoyenne. C'est aussi pour cela qu'un appel à l'engagement est nécessaire. S'abonner, commenter, partager, ce n'est pas un geste mécanique, c'est une façon de faire circuler la connaissance, la clarté et la conscience collective dans un continent qui en a besoin pour évoluer vers plus de stabilité et plus de souveraineté. Cette analyse nous amène vers une conclusion provisoire. La Guinée-Bissau entre dans une nouvelle phase de son histoire. Cette phase sera déterminante. Elle peut être une ouverture vers une gouvernance plus inclusive et plus stable, ou au contraire le début d'un cycle de tensions prolongées. Ce sera aux acteurs nationaux, aux citoyens, aux institutions, et non aux forces extérieures, de définir l'avenir du pays. Et au-delà de la Guinée-Bissau, c'est toute l'Afrique qui doit observer, réfléchir et tirer des enseignements.